n'osais rien de le dire. Notre vrai, c'est ensemble. Ça, j'y crois beaucoup et on milite pour ça. Mais ensemble, ça veut dire vraiment ensemble. C'est-à-dire que tout ce qui divise, tout ce qui exclut, tout ce qui sépare, ne sert pas la cause des pauvres. Alors, en se divisant, en s'excluant, en s'opposant, on peut faire plaisir à son amour-propre, mais c'est pas nous qui en subissons les conséquences. Tous ces retards et toutes ces divisions, c'est les pauvres qui en souffrent. Alors, je crois qu'être ensemble, ça commence par le respect. C'est parfois difficile pour nous, associatifs, d'apprendre ce respect, mais de respecter les élus, ça peut se faire. Je vais citer quelques faits positifs qui en émanent, parce qu'on travaille à ce niveau-là. De respecter les institutions, de respecter les travailleurs sociaux, qui sont tous les jours et professionnellement, et pas par vocation une fois par semaine, et de respecter tous ceux qui œuvrent pour que ça change, même si ça ne change pas beaucoup. Alors, je vais citer des exemples qui font que quand même des choses se font trop lentement, trop en retard, mais se font. Tu parlais du squat et de l'abri de nuit que j'ai bien connu. Cet abri de nuit qui était purement hivernal, qui a commencé en 2004, a été immédiatement relayé par plusieurs forces, les forces associatives, les forces municipales, les forces institutionnelles. Et puis, cet abri de nuit a fait la preuve qu'il y avait des SDF, des sans domicile fixe à Ajaccio, ce qui était un scoop pour certaines personnes. Et puis, on a fait la preuve qu'on n'était pas sans domicile fixe simplement l'hiver, mais toute l'année. C'était un scoop aussi pour certaines personnes. Et cet abri de nuit qui était extrêmement précaire, dans de mauvaises conditions, dans les Algeco, a duré 10 ans. Et puis, le relais a été pris, un abri de nuit super de ses faits, dans un lieu qui ne dérange personne et qui est maintenant géré par la Croix-Rouge, avec 30 chambres individuelles extrêmement dignes. Voilà un fait positif qui a été poussé par les associations. Et puis il y a d'autres choses qui se font au niveau politique, parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut maintenant frapper, parce que la solution de la pauvreté ne se situera pas seulement dans l'amélioration des prises en charge. C'est-à-dire que quand les gens sont dans le bouillon, on va essayer d'améliorer le bouillon. Ce qu'il faut, c'est éviter qu'ils y tombent et les faire sortir de là. Et ça, c'est un peu nouveau comme notion, parce que dans l'associatif, on est plutôt à accompagner la chute et à améliorer les prises en charge. Et au niveau politique, ce qu'on dit, c'est que ce problème est vraiment trop gros pour être purement pris par les institutions, il doit être pris en main maintenant par le politique. Et c'est étrange, mais il n'y a aucune politique contre la pauvreté, ni au niveau national, ni en Corse, mais ça démarre en Corse et plus vite qu'ailleurs. Et je veux dire que j'observe dans l'ensemble et dans le respect qu'il y a un continuum politique entre droite, gauche et nationaliste, puisque les choses ont commencé sous la mandature de M. de Rocasser. On a travaillé ensemble et c'est là que l'idée de la charte de lutte contre la précarité a émergé. Ensuite, avec la mandature de M. Giacobbi, avec une grande dame qui est Maria Giulicelli, où au cœur du PADUC, il y a la charte de la lutte contre la précarité qui légitime au niveau politique cette lutte. Et puis maintenant, avec la mandature nationaliste et très rapidement, on va atteindre le niveau politique, c'est-à-dire qu'il y aura une véritable politique contre la pauvreté, avec des innovations, etc. Alors 2 mots sur le PADUC et sur cette charte que personne n'a lu sur les 3000 pages. Le PADUC parle des espaces remarquables, des zones sensibles et d'épaisseur du trait. Cette charte nous dit que l'espace remarquable, c'est l'homme, que les zones sensibles, ce sont les enfants, et que l'épaisseur du trait, c'est la dignité qu'on leur donne. Bonsoir. Alors moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit M. Thor, qui parlait de l'avancée de l'extrême droite. Alors moi, j'habite en HLM, j'ai vécu toute ma vie, donc on dirait quartier sensible. Il expliquait tout à l'heure qu'il y avait l'extrême droite, alors je vous explique pourquoi. Parce que les gens se sont abandonnés, vraiment. Il y a eu un gouvernement de gauche, on a actuellement, qui n'a rien fait, qui fait des mesures que la droite n'a pas osé faire. Donc moi, concrètement, puisque je connais les personnes qui m'entourent en continu, vous disent on est abandonné. On n'a pas de solution, on est abandonné. Donc pourquoi pas l'extrême droite, puisqu'on ne les a pas eus. Donc on n'avancera peut-être pas, mais c'est réel que les gens sont en difficulté quand ils ont du mal à payer des loyers dans les HLM aujourd'hui qui sont très chers, puisque les HLM, les nouveaux HLM coûtent relativement cher. Vous avez un T3 pour 700 € sur un petit budget sur un SMIC, c'est énorme. Et les gens sont en difficulté pour se nourrir, pour se chauffer, pour se soigner. Parce que parfois, à 1 200 €, vous ne relevez pas la CMU, mais vous avez parfois des difficultés à payer une consultation privée chez un médecin. Et les gens n'avancent pas. Donc en l'occurrence, d'où le fait que le Front National avance énormément dans ces quartiers-là où il y a une très très grande précarité. J'entends beaucoup de choses. Les Corses qui quittent les villages
pour entrer dans l'urbanisation, les choix de société à faire. En tant que militant indépendantiste, ce qui m'inquiète, et militant qui avait raison, je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est la lutte des masses, c'est la société, c'est les associations, c'est les œuvres citoyennes qui peuvent aujourd'hui faire bouger les choses. Mais ce qui m'inquiète également, c'est le fatalisme des gens. On voit Saint-Roland qui est en train de se construire. Auchan, Champion, Super U, Carrefour. Et quand je vois à un moment donné, quand on tire la sonnette d'alarme, on l'a fait avec l'association sur... parce que véritablement, ces gens-là ne créent pas d'emplois. C'est des emplois précaires. C'est du 20h, du 30h, du 21h, du 24h. C'est pas de l'emploi stable, c'est l'emploi précaire. Et quand je vois le fatalisme des gens là-dessus, quand je vois qu'aujourd'hui, vous parlez également de la question du Front National, c'est aussi l'abandon du politique envers le citoyen et envers la population. Là encore, on a un modèle d'urbanisation à la française qui est venu en Corse, je m'explique. À Paris, à Marseille, enfin à Marseille, je citerai Marseille, vous avez le quartier nord, le centre-ville et le quartier sud. C'est-à-dire que vous avez véritablement une fracture sociale, où les gens n'arrivent plus à vivre ensemble. L'INSEE a sorti il y a quelques années de ça un chiffre sur la Corse. Au nord-ouest de cette ville, vous avez les prolos, les pots, même si c'est un terme qui me fait gerber, mais bon. Et à côté de ça, vous avez le sud-ouest de cette ville. Là, vous avez la classe dite riche, les gens. C'est-à-dire que même en Corse, dans le microcosme qu'est la Corse, c'est-à-dire 320 000 habitants, on arrive à créer une fracture sociale. Et quand les gens n'arrivent pas à vivre ensemble, quand les gens n'arrivent pas à se parler, quand les gens n'arrivent pas à communiquer entre eux, je pense que véritablement c'est là que le fatalisme arrive. C'est à ce moment-là qu'à un moment donné, on se dit ben, je suis seul, il faut que j'accepte l'inacceptable. Victor Hugo disait c'est dans la misère des pauvres que se fait la richesse des riches. Le paradis des riches, c'est une réalité. Les politiques, c'est pas qu'ils fassent la charité, ce que j'attends des politiques, c'est qu'ils fassent de la politique. C'est-à-dire que, avez-vous écrit une politique contre la pauvreté? C'est ce qu'on attend. Et cette politique contre la pauvreté, elle doit pas seulement améliorer les prises en charge, mais analyser les mécanismes de ce phénomène structurel qui est la pauvreté. On ne tombe pas dans la pauvreté par hasard. On avait cité un certain nombre de causes. Et c'est en identifiant ces causes et les causes corses qu'on pourra les inverser et travailler dessus. C'est ensuite agir sur la prévention, ne pas tomber dans la pauvreté. Et ensuite tirer les gens. Alors, vous parlez un petit peu de ce qu'on faisait actuellement au niveau politique, et on a démarré à travailler avec la CTC, la municipalité d'Ajaccio et de Bastia. Et il y a plusieurs grands axes. D'abord, se rendre compte de la dimension politique de cette pauvreté en ayant un positionnement au niveau de la collectivité territoriale. C'est-à-dire qu'il y ait réellement un monsieur, une madame pauvreté de nommer au conseil exécutif. C'est ensuite avoir une gouvernance, et cette gouvernance démarre, puisqu'on a un certain nombre de coquilles vides, on a cette charte, il y a une mission régionale qui existe, mais qu'il va falloir faire vivre, et puis voter quelques budgets pour contrôler cette pauvreté. C'est ensuite acquérir une intelligence du problème. On ne trouvera pas de nouvelles solutions si on ne réinterroge pas le problème et si on ne réinterroge pas les causes du problème. Et ça, il faut le comprendre, avec de nouvelles méthodes pour le faire. Il faut des indicateurs nouveaux du suivi de la pauvreté, parce que ceux que nous avons ne sont pas suffisants. On a vu qu'il y avait des renoncements. Il faut aller faire du parangonnage, c'est-à-dire le mot presque corse pour dire benchmarking, c'est-à-dire aller chercher les bonnes idées qui se font ici ou ailleurs, et Pascal en a cité une, et il faut en citer d'autres pour les modéliser et pour leur faire prendre de l'ampleur. Et il faut adopter de nouvelles méthodes de travail. Pour ce qui est des moyens, il faut connaître beaucoup mieux l'existant, parce qu'on ne se connaît pas entre nous. Il y a beaucoup de choses qui se font et on ne sait pas ce qui se fait, et qui fait quoi, et mettre en adéquation les attentes de certains et les besoins des autres. Et cette boîte que vous avez mis dehors, c'est exactement ça. Vous répondez aux besoins de certains, aux attentes d'autres de se débarrasser de choses précieuses qui n'ont plus leur place chez eux. C'est ensuite mieux coordonner les acteurs. On est en train de travailler là-dessus. Nous avons des acteurs complètement balkanisés qui au mieux s'ignorent et qui au pire s'opposent. Et les frais d'opposition, une fois de plus, c'est pas eux, c'est les pauvres. Il va falloir aussi organiser la solidarité citoyenne, parce qu'on va avoir de moins en moins de sous, et cette solidarité citoyenne est extrêmement puissante si on l'organise. L'organisation de ces boîtes
Si on les généralise, ça sera puissant. L'organisation de l'entraide citoyenne, citer des gens âgés qui n'ont pas de petits-enfants, des familles monoparentales qui habitent sur le même palier, les mettre en relation, va faire du bien. Mais ça s'organise officiellement par des gens capables de filtrer, comme tout le transport citoyen. Et puis il y a toute l'histoire de la formation, et de l'évaluation de la formation, et des formations en adéquation avec les besoins. Et puis enfin, et lorsqu'on parle de la pauvreté et qu'on réfléchit juste à ça, on dit qu'il faut répondre aux besoins fondamentaux. Bien sûr qu'il faut répondre. Il faut d'abord identifier quels sont les nouveaux besoins fondamentaux. Il y a le logement, il y a l'emploi, il y a la formation, il y a la santé, mais à côté de ça, il y a de nouveaux besoins fondamentaux qui sont le numérique, les gens qui sont coupés du numérique, hélas, sont coupés de la société, qui sont la culture, qui est un besoin fondamental, ce n'est pas un besoin tertiaire. Il faut que les gens non seulement puissent avoir accès à la culture, mais les artistes qui sont en situation de pauvreté, il n'y a pas eu beaucoup d'artistes riches, puissent exprimer leur talent. C'est dans les deux sens. Et puis, aller chercher quels sont les autres, comme le transport, et avec le covoiturage citoyen qui peut se faire avec ça. Et puis ensuite, chercher, inverser certaines logiques, c'est trop tard, c'est dommage, j'allais dire l'essentiel. Moi, je m'appelle Fatia. Je suis animatrice au centre de loisirs. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je félicite ces gens de la Croix-Rouge parce que je suis en admiration, parce qu'ils travaillent, c'est des gens qui bossent, je les vois si souvent. Alors, je vais rebondir sur ce qu'il a dit Félix. Il a dit que ses grands-parents, parce que je pense qu'on a vécu la même chose, même enfance. Donc, nos grands-parents, nos ancêtres, nos parents, ils se contentaient. Là, je pense que notre société, ils ont un peu la folie de grandeur que j'appelle moi. Parce que celui qui touche 1200, il veut arriver au niveau de celui qui touche 2000. On ne peut pas. Arriver à un moment donné, on ne peut pas. Tout est cher et tout, on ne peut pas faire des voyages et tout. On habite plus à H&M, on veut rouler avec une Mini Cooper. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Et je veux revenir sur les précaires, les gens qui vivent dehors et tout. Est-ce qu'ils veulent vraiment vivre dedans? Parce qu'il y en a qui n'ont pas choisi, il y en a qui ça leur plaît. Il faut dire ce qui est. Il y en a. Je connais moi aussi, je tourne assez souvent, il y en a certains qui me connaissent. Et voilà. Moi, j'ai entendu le jour où je travaille à la mairie d'Ajaccio et j'avais demandé de me faire naturaliser. On m'a ajourné la nationalité parce que j'avais un emploi précaire. C'est écrit. Alors ça m'a... Bon, ça on a fait qu'un tour. J'étais venu jusqu'au préfet et tout. Félix peut vous dire le parcours. Alors je dis non, quand même. Je trouvais un travail. Je travaille quand même. Ils me disent que je suis précaire en touchant 1200 par mois. Que nous qui faisons la maraude, nous l'avons souvent entendu. Les gens qui sont dans la rue, c'est parce qu'ils le veulent, parce qu'ils y sont bien, parce que, en fait, quelque part, il y avait cette idée-là. Voilà. Les gens que nous connaissons dans le cadre de la maraude, et comme je disais, qui sont dans la rue depuis très très longtemps, sont complètement désocialisés. Et la resocialisation ne peut pas se faire de façon magique, comme ça, du jour au lendemain. On leur propose, comme disait le docteur Pernin, l'abri de nuit, on va dire le CHU, le centre d'hébergement d'urgence. Ils y passent 15 jours au mieux, parfois ils partent une semaine à l'extérieur, ils n'y reviennent pas forcément, puis des fois ils ne veulent pas y aller. Alors souvent les personnes sans abri ont des animaux. Et au centre d'hébergement d'urgence, ça a été pris en compte parce qu'il y a un chenil. Ça ne se fait pas comme ça, on ne peut pas dire à quelqu'un qui vit dans la rue, il se désocialise très 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 vite. En quelques semaines, on est désocialisé. Et on ne peut pas reprendre une vie normale, entre guillemets, comme ça du jour au lendemain. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean Galéan, je suis retraité. Je n'ai pas d'autre appartenance particulière, si ce n'est des actions individuelles, et pourtant, je vous dirai plus tard ce et pourtant. J'ai le sentiment que la précarité, c'est d'abord trois choses. La première, c'est le constat, et ce constat a été fait. J'ai visionné le premier volet de cette soirée. J'ai trouvé le constat quantitatif parce qu'il faut aussi des chiffres. C'était intéressant. D'abord un constat, ensuite
des causes et après des solutions. Alors, ce qui est le plus difficile, ce sont les causes, parce qu'on est très peu habitué à aller chercher les causes profondes de certains phénomènes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société des spectacles, avec des informations qui défilent, et on a tendance à fonctionner à l'affective, je dirais. C'est l'empathie, c'est la compassion qui l'emporte sur tout le reste, et dès que cela retombe un peu, on a encore d'autres événements qui viennent encore déclencher ces affects qui sont tout à fait légitimes. Alors, on n'est plus habitué à faire ces liens de causalité. Et ces liens de causalité, bon, je serai un peu direct compte tenu du lien, du temps qui nous est imparti là. Pour moi, la précarité est une construction. Ça n'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête comme ça. C'est le résultat de ces sociétés ultralibérales qui écrasent tout sur son passage et qui a besoin de cela, en plus, a besoin de cela pour faire peur aux gens, pour leur dire attention, il faut que vous soyez conformes aux diktats que nous imposons, sinon vous allez pouvoir vous retrouver dans la précarité. Alors, je pense que les solutions sont étroitement interdépendantes de ce constat que l'on fait. Ces sociétés du profit absolu, du profit pour le profit. Alors, j'en arriverai presque de manière un peu provocatrice à dire qu'est-ce que j'attends des institutions, qu'est-ce que j'attends des politiques? Rien à proprement parler. Et pourquoi rien? Eh bien parce que tout simplement ils sont là pour institutionnaliser la précarité. Ils sont là pour nous la montrer comme un épouvantail. Attention, la mondialisation, attention, cette société ultralibérale dominante, c'est la seule solution, c'est la pensée unique. Si vous n'êtes pas là pour y adhérer, eh bien, vous allez tomber dans la précarité. Je crois que les solutions dépendent absolument de ces liens de causalité que l'on peut faire. Je terminerai là-dessus. Bonsoir, Pamela. Bonsoir. J'ai écrit sur la Corse. Des choses que j'ai entendues là ce soir. Déjà, j'aimerais répéter ce que j'ai dit la dernière fois, c'est qu'il y a 30% d'augmentation annuelle avec la précarité. Ensuite, pour moi, il ne faut pas se voiler la face. Ça ne viendra jamais les solutions ne viendront jamais de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui sont au gouvernement. Par contre, je pense qu'il y a des avancées importantes avec les petites associations, tous ceux qui œuvrent pour, par exemple, l'agriculture communale, etc. C'est plutôt vers cette voie-là qu'il faut essayer d'aller. Aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec quelque chose que j'ai entendu ce soir par rapport aux emplois précaires dans les grandes enseignes qui viennent de s'ouvrir à l'extérieur de la porte d'Ajaccio. Effectivement, ce sont des emplois précaires, mais qui arrangent certaines personnes pendant un certain temps. J'en connais aussi. Pas seulement ça, il faut aussi comprendre que la société va dans ce sens. On ne peut pas empêcher à ce que certaines choses arrivent en Corse. On ne peut pas non plus se couper du monde. On peut réglementer, essayer de faire en sorte à ce que ça se passe mieux. Mais je ne trouve pas mieux, par exemple, ceux qui ont des emplois saisonniers et qui se trouvent au chômage au mois d'octobre. Pour moi, c'est la même chose. Donc, plutôt la solidarité en ensemble avec des petites associations qui deviendront plus grandes, multiplier, que ça soit partout, ça c'est une pression. Il faut en fait qu'il y ait une pression.
Tant que les gens restent individuels dans leur coin, ça ne marchera jamais. Tant qu'on fasse des pétitions non plus, je veux dire, ça va être enterré avec les politiques. On a vu avant chaque élection, c'est très bien, et puis après, on n'entend plus parler de certaines choses. Bon, je pense aux espaces verts, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce soir. Donc, c'est la solidarité, c'est l'agrandissement, c'est la communication. Par toutes ces voies-là, c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Alors, avant de passer la parole à notre ami, je vais vous rappeler une petite histoire qui est arrivée aux Ajacciens à l'époque, c'était en 2002. Mais souvent, après on l'oublie. Sur le front de mer, vous vous rappelez que le ministère de l'Intérieur voulait mettre un centre de rétention de 7500 mètres carrés, avec un gymnase pour les forces de sécurité, que certains appelleront de répression ou de coercition, comme vous voulez. Le français est une très belle langue. Eh bien, un matin, on a téléphoné au forum, sert ce forum, et on a donné rendez-vous aux gens tous les samedis matins pour dire non à ça. Il y avait Lucette Lustig, Muriel Philippe et moi-même, et les gens sont venus. Il y avait M. Tchervet, et tous les samedis, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Et un jour, on a fait signer, on a fait émarger 7500 personnes. C'était les mètres carrés qu'ils veulent nous mettre. Et figurez-vous que le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, est arrivé, et Muriel Philippe lui a donné cette liste. Les gens avaient signé, ils se sont déplacés, et il a été obligé de dire non, non, pas ici, pas ici. C'est pour ça que ce que disait Pamela, et ce que disait Jean-Yves, et ce qu'on dit tous, c'est important. Brigitte Cambody, je suis travailleuse sociale. Je voudrais rebondir sur plusieurs sujets. Alors, d'abord, par rapport aux gens qui vivent dans la rue, c'est vrai que j'ai eu des expériences sur le continent où on ne peut pas remettre quelqu'un immédiatement dans un logement. J'ai eu l'expérience de quelqu'un qu'on avait aidé, qui avait retrouvé un travail. Le jour où il s'est retrouvé en CDI et en appartement, il a repris la route parce qu'il se sentait comme dans une prison. Ça, un. Deux, j'ai envie de reprendre la phrase de Zola, j'accuse. Parce que depuis 1962, je pense notamment aux retraites, il y a eu des études de fait où on mettait en garde les politiques sur tant que le sac est plein, on distribue. Mais on n'a pas été distribué avec, comment dire ça, comme avec pondération, en bon père de famille, avec intelligence. 3. Ce qui se passe aussi, pendant plus de 20 ans, moi je vivais sur la Dordogne, j'ai accompagné des gens en grande difficulté, des agriculteurs, des ouvriers aussi agricoles. Le système les avait complètement mis de côté. Et ce qui se passe, c'est que les gens, ils ne croient plus en eux. Quand je les recevais, je leur disais, vous êtes capable de faire quelque chose. Contrairement à ce qu'on peut vous dire. Les gens perdent leur dignité, perdent leur confiance en soi. Et c'est une chaîne humaine et de dire, toi, moi je ne sais pas ce que toi tu sais. Et on peut faire des choses ensemble. Ça c'est hyper important. Et pour revenir à Auchan, ayant vécu dans le milieu rural, je trouve que c'est une hérésie, toutes ces grandes surfaces là, qui se construisent. J'habite à côté des Salines, il y a plein de personnes âgées, et on est bien content qu'il y ait les producteurs corses, qui est le petit tabac presse. C'est pas le service Auchan qui va être ouvert 7 jours sur 7 et qui viendra. On se connaît tous et on s'inquiète les uns des autres, petits commerçants, habitants. Auchan, ils en ont rien à faire. J'arrête là.
Oui, avant tout, si les élus auraient pu faire quelque chose, je pense que ça se serait depuis assez longtemps, je pense. Même s'il y a des initiatives de certains petits maires de communes ou même de certaines initiatives de citoyens. Je pense qu'avant tout, c'est la solidarité, on l'a déjà dit, je pense que c'est un mot qui est revenu plusieurs fois, et heureusement qu'il est encore là, c'est un mot très fort. Je pense que déjà, il y avait une phrase qui disait « le silence tue », je veux dire. On ne peut plus être silencieux par rapport à certaines choses. Il en est de la précarité, il en est des problèmes de déchets, il en est de l'économie. Enfin, on dirait que tout est lié. Et pour faire un petit historique sur la précarité, que tout le monde sait évidemment, il y a encore quelques années, il y avait des hommes et des femmes et des hommes qu'on appelait les clodos, il y a 40-50 ans. Et puis il y a eu des gens dans la précarité. Ces gens dans la précarité, ce sont des gens comme nous, en fait. À un moment, il y a eu un passage conflictuel, qui soit économique, de couple, de vie, de ça, et ils sont revenus dans la précarité. Donc ce sont des gens comme nous, c'est pas des gens... D'ailleurs, nous on a cette chance, on est encore là, mais il y a d'autres, enfin moi j'en connais autour de moi, qui sont devenus très précaires, alors qu'ils avaient des boulots de dingue. Au squat du Fisoël, 100% des gens qui avaient des boulots, ils avaient des boulots extraordinaires. Ils avaient tous des boulots, ils avaient tous des salaires, ils avaient tous des vies. Hein. Et puis ils sont rentrés dedans, dans un tunnel, où il n'y avait pas de, où il y avait plus rien, il n'y avait plus de lumière, ils sont enfoncés dedans, et donc ça a été un drame total. Pour revenir sur le fait que, j'entendais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens qui aiment être dehors? J'ai du mal à entendre ça. Alors je dirais plutôt, est-ce qu'on fait tout pour qu'ils soient dedans? Je dirais, plutôt la question. Parce que c'est pas possible de dire on a envie d'être dehors. C'est vrai que quand vous parlez de fraternité, il y a des gens, ils n'ont pas envie d'aller à la fraternité, excusez-moi. Voilà. Encore, la personne que j'ai vue tout à l'heure, elle a dit ah non, je préfère rester dehors qu'aller dans la fraternité. Le problème, il est là. Maintenant, ce qui s'est passé avec ces logements de 30-40 personnes, c'est très bien, c'est un début, je veux dire. Mais je pense que la solidarité, elle est ici du peuple. Je pense que c'est au peuple aussi de mettre en avant tout son atout qui est là et dire nous, on n'en veut pas.